par le laxisme de votre politique d'immigration. Cet enfant a été martyrisé, violé, tué par une clandestine qui faisait pourtant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Lola a perdu la vie parce que vous n'avez pas procédé à l'expulsion de cette ressortissante qui n'avait plus rien à faire ici. Je vais vous dire les choses comme je les ressens. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied. C'est une honte, monsieur le député. Un échange tendu, et c'est vrai que moi je me dis, c'est vrai qu'est-ce que la famille de Lola ont envie de voir ça quelques jours après. C'est vrai que c'est compliqué. Après, il y a d'autres gens qui disent aussi il faut faire quelque chose parce qu'on n'a pas envie que ça se réitère. Alors la suspecte n'aurait pas dû se trouver sur le territoire français, c'est ça? Alors moi, je voudrais d'abord dire qu'avant d'être député, je suis père de famille. Oui. Moi, j'ai 3 enfants qui ont eu 12 ans. Ils sont grands maintenant, 29, 25 et 19. Ils ont eu tous 12 ans. J'ai 2 petites filles qui vont avoir 12 ans. Et cet après-midi, ce n'est pas le député qui parlait, c'est le citoyen en colère. Parce que si le gouvernement avait mis en œuvre la décision de justice qu'on vote, nous, en tant que députés, Lola, elle serait encore parmi nous. Donc le fond du problème, c'est que dans ce pays, on fait trop de lois. Et si on n'est pas capable de les appliquer, c'est là où il y a une défiance envers nos concitoyens. Alors, on comprend que vous soyez père de famille. Tous les gens qui ont des petites sœurs, des petits frères, ils se mettent tous à la place de la famille de Lola. On imagine tous, et on sait tous... Moi, j'arrête pas d'avoir des images, je me dis ce qu'elle a subi, et on va en parler dans un instant avec Michel Marie. C'est abominable. Mais est-ce que vous trouvez que c'était le moment, dès ce mardi, d'en parler à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il ne faut pas attendre un petit peu? Est-ce que c'est le moment d'avoir des altercations comme ça avec notre ministre de la Justice aujourd'hui, alors que vraiment, là, toute la France ne pense qu'à se recueillir et qu'à essayer que ça ne se reproduise plus et surtout essayer d'aider la famille qui doit être dans un désarroi terrible? Mais là, on avait le cas d'une personne qui avait une décision de justice pour quitter le territoire. Combien il y en a d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres Lola en potentiel? Il y a 80% des obligations de quitter le territoire qui ne sont pas appliquées dans notre pays. Donc, moi, je veux bien que c'était peut-être un peu tôt, mais si ça permet d'en sauver d'autres des Lola, eh ben, tant mieux. Mais je vous le dis, la loi, on en parle tout le temps ici. Gilles Verdez, quand vous entendez donc Éric Pauget, député républicain, dire que c'est de la faute du gouvernement, je suis choqué, monsieur le député, respectueusement. Je trouve ça d'abord indécent et ensuite faux. Alors indécent parce qu'on est dans le drame, un drame épouvantable, abominable. Et c'est vrai que pour moi, je vous ai écouté, je vous entends là, vous surfez, entre guillemets, là-dessus pour récupérer politiquement un drame qui bouleverse la France entière. Et deuxièmement, c'est faux, vous le savez très bien, parce qu'elle avait 1 mois, cette personne, pour partir de son plein gré. Encore aurait-il fallu que l'Algérie donne des documents consulaire, donc elle ne pouvait pas partir dans ce laps de temps. Ça fait 3 ans qu'elle devait partir. Non, c'est plus compliqué que ça, Cyril, par rapport au départ volontaire. C'est d'abord indécent et ensuite faux, monsieur le député. Le départ volontaire n'empêche pas que le ministère de l'Intérieur et les services de police doivent l'identifier, la gérer et gérer le départ volontaire. Pourquoi ça n'a pas été fait? On ne peut pas suivre tous les cas, vous le savez très bien. Alors il ne faut pas faire des lois qui ne sont pas applicables. C'est vrai Parce aussi. que la défiance qu'il y a dans notre société aujourd'hui, qui fait qu'il y a 20% d'extrême d'un côté, 20% d'extrême de l'autre, et 50% des Français qui ne vont plus voter, c'est ça. Et lorsqu'on est père de famille et qu'on a des enfants et des petits-enfants, eh bien on a la colère qui vous monte. Mathieu. Moi, ce que j'aimerais juste dire, c'est évidemment, j'ai beaucoup de respect pour la famille et je ne veux pas lui faire de peine, mais je pense qu'au contraire, il faut vraiment que la politique, dès aujourd'hui, s'empare de ce drame. Vous ne trouvez pas que c'est trop tôt? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que si on ne s'en empare pas tout de suite, ce sera un fait divers, un simple fait divers. Or, si on ne veut pas que ce soit un fait divers, mais si on veut que ça ne se reproduise plus jamais, il n'y a que la politique qui peut résoudre ce problème. Et je pense que Lola doit être malheureusement non pas plus qu'un symbole, mais doit véritablement servir de loi. J'entends encore Gilles qui souligne un problème, mais sans solution. Oui, effectivement, 80% des personnes ne sont pas reconduites à la frontière, mais on ne peut rien y faire. Non, justement, c'est à la politique de s'en emparer. Ce qui est arrivé là, ça relève même plus de la criminalité, c'est de la barbarie. Et on voit ça tous les jours. Donc je pense vraiment au contraire que c'est à l'Assemblée nationale maintenant de régler ce problème, parce qu'on en a marre. Alors, Michel Marie est avec nous. Michel, vous êtes un grand spécialiste des faits divers, vous êtes journaliste au Nouveau Détective, je vous connais extrêmement bien, voilà, on vous suit, vous êtes le plus grand spécialiste. Que s'est-il passé vendredi?
Alors, j'ai essayé de faire un exposé assez court et assez compréhensible. Vendredi, à 15h15 environ, Lola sort de ses cours pour rentrer chez elle. Un petit peu plus tard, on va essayer de ne pas se noyer dans les horaires, un petit peu plus tard, ses parents se rendent compte qu'elle n'est pas rentrée, s'inquiètent parce que le temps a passé. Et comme ils sont gardiens de cet immeuble, de l'immeuble où ils habitent, ils ont accès à la vidéosurveillance. Donc ils vont visionner les images pour voir si, à tout hasard, leur fille ne serait pas passée par là et peut-être aller voir une copine, enfin, essayer de retrouver une trace de son passage. Et là, ils vont effectivement voir qu'à 15h30, un peu plus tard, peut-être 40, je ne sais plus l'horaire, on voit Lola qui passe le portail. Elle est accompagnée d'une jeune femme. Une jeune femme, sur le moment, les parents ne reconnaissent pas cette femme. Et comme elle n'est pas allée chez elle, qu'elle était en présence de cette femme qu'ils ne connaissent pas, ils s'inquiètent, à tort, pas à tort, pardon, ils s'inquiètent à toute juste raison, et ils vont au commissariat qui est à 200 mètres de leur domicile, le Central 19, et ils vont signaler la disparition de leur fille. Les policiers prennent ça très au sérieux, commencent à faire un certain nombre d'investigations dans le quartier, et après on passe à 23h15, je reviendrai évidemment un petit peu en arrière après. 23h15, il y a un SDF qui découvre dans les parties communes de la résidence une malle en plastique recouverte d'une couverture rouge. Et alors, est-ce qu'il avait l'intention de voir ce qu'il y avait dedans? Peu importe. Bref, il ouvre cette malle et ce qu'il voit, évidemment, est saisissant, c'est le corps d'une jeune fille atrocement mutilée. Il prévient la police, enfin il fait prévenir la police parce qu'il n'a pas de portable. La brigade criminelle, pour là encore faire un raccourci, arrive très rapidement sur place et commence les investigations. Les investigations, là, je pense qu'on peut leur adresser un coup de chapeau parce qu'ils sont saisis à minuit et quelques, et à 7h du matin, ils avaient interpellé l'auteur et trois autres suspects. Donc ils font les premières constatations. Très vite, on fait le lien avec cette femme qu'on a sur la vidéosurveillance. Un certain nombre de témoins l'ont vue. Elle était totalement incohérente. Elle se baladait avec cette malle extrêmement lourde. Et un dernier témoin vient dire « Mais si, moi je l'ai vue monter dans une voiture, une Dacia. » Il donne l'heure précise. Et ils ont chargé une malle. Ils sont partis ensemble. Et fort heureusement, la vidéosurveillance est un précieux allié de la police en général et de la police judiciaire en particulier. Ils ont la plaque d'immatriculation de cette voiture, donc ils peuvent l'identifier. Ça leur donne une adresse à Asnières. Ils vont se transporter à Asnières, interpeller le propriétaire de la voiture, qui d'ailleurs leur permettra d'avoir l'adresse de Bois-Colombes où ils vont à 7h du matin pouvoir interpeller la fameuse Dabia. Donc c'est Dabia, c'est la principale suspecte. Dabia, c'est la principale, c'est celle qu'on voit sur la vidéo, c'est elle. Voilà. Et c'est elle qui a reconnu les faits, alors de façon très, très anarchique. Oui, on en parlait tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que ça part dans tous les sens. Alors il paraît qu'elle a reconnu les faits, puis voilà, c'est... Globalement, je pense qu'il n'y a pas de grosses erreurs. Quant à sa participation aux faits, après, elle donne des détails qui sont impossibles. On va peut-être pas se perdre dans les détails. Elle a reconnu les faits. Elle a été mise en examen pour meurtre aggravé, viol aggravé, acte de torture et de barbarie. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité, sachant que c'est sur une mineure de moins de 15 ans. Justement, à 15h30, donc, à peu près, la petite Lola donc, rentre du collège. Et là, qu'est-ce qui se passe? À 15h30, quand elle sort du collège? Oui, qu'est-ce qui se passe? Elle rencontre cette... Elle rencontre cette Dabia devant l'immeuble. Elle l'amène où?
elle l'amène chez sa sœur, qui est locataire en titre d'un appartement dans l'immeuble, donc qui est dans la résidence, dans l'immeuble au-dessus du domicile des parents de Lola. Vous vous rendez compte, c'est dans l'immeuble de ses parents. Et donc là, on a lu plein de choses. Qu'est-ce qui va se passer? Elle arrive. Alors, il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire, parce qu'on est... Bien sûr. Enfin, vous m'excuserez ma pudeur, mais... Bien sûr. Vous avez bien raison. Quand elle l'enferme dans l'appartement de sa sœur, elle l'oblige à prendre une douche. Donc, elle lui demande de se déshabiller et elle lui demande de faire sa toilette. Ensuite, elle va avoir des attouchements d'ordre sexuel, à caractère sexuel, réciproque. Elle lui impose de faire un certain nombre de choses et elle lui fait un certain nombre de choses. Je pense pas que ce soit utile d'aller plus loin. Oui. Tout ça dure en tout 2 heures quand même. Hein. Et elle l'attache, elle la bâillonne, et c'est d'ailleurs ce bâillon qui sera à l'origine de sa mort, puisque les causes de la mort, selon le médecin légiste, c'est l'étouffement. Elle s'est étouffée. Alors probablement enfin, il n'y a pas eu que ça, mais c'est la principale cause de la mort, c'est l'étouffement. Et post-mortem, elle va donner un certain nombre de coups de couteau, de coups de ciseaux également. En fait, elle va massacrer ce pauvre petit corps. Elle dira un certain nombre de choses. Je ne pense pas que ça soit très utile de quel genre, juste sans les révéler, mais quel genre de choses? Elle a déclaré qu'elle avait bu le sang de sa victime. Et a priori, ça semble pas possible. Voilà. D'accord. Pourquoi on a évoqué la piste du trafic d'organes dans cette affaire à un moment? C'est elle qui en parle à un témoin, enfin c'est des Roumains je crois, qui étaient dans une camionnette parce qu'elle était perdue là sur ce trottoir de la rue Manin et elle cherchait quelqu'un pour charger la... Exactement, donc elle a demandé à quelqu'un de charger la malle, quelqu'un qui n'était pas du tout au courant de ce qu'il y avait dedans. Ouais. Alors, les gens, non, ne savaient pas ce qu'il y avait dedans. Et à un moment, elle a dit dans la conversation, je travaille pour un don d'organes. Enfin, elle fait une allusion au don d'organes. Bon, les Roms... Est-ce qu'elle avait l'intention de la tuer? Manifestement, on n'a pas retenu la préméditation. C'est la seule chose qu'on ne retienne pas. Parce que ça se passe, le meurtre, donc c'est évidemment sans préméditation. La qualification criminelle qu'ont retenue, il y a 3 juges d'instruction dans cette affaire. Hein. Les 3 juges d'instruction sont tombés d'accord pour ne pas retenir la préméditation. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu un enchaînement d'événements qui ont amené à la mort? Le fait qu'elle soit bâillonnée, c'est pour l'empêcher de parler, pas forcément pour la tuer. Et peut-être qu'elle est morte, entre guillemets, accidentellement, mais je voudrais surtout... Là, elle décide de la mettre dans une malle. Ensuite, et là... La malle, elle la trouve chez sa sœur. Elle a en fait un cadavre d'un enfant de 12 ans au domicile de sa sœur. Sa sœur n'était pas présente, hein, sa sœur était au travail. Elle allait rentrer du travail et donc elle a cherché une solution pour débarrasser le corps de l'appartement. Les parents donc, étaient gardiens de cet immeuble. Ils la connaissaient. Alors, les parents connaissent la sœur. D'accord. Et curieusement, on parle d'une altercation. Je crois que cette altercation a eu lieu, sauf que la mère ne se souvient pas d'avoir une altercation avec cette femme. Et le père, le mari plutôt, dit ouais, ça me dit vaguement quelque chose, mais c'est la suspecte qui a dit qu'elle avait eu une altercation avec eux à cause d'un digicode, c'est ça? Voilà, alors c'est elle qui dit, enfin c'est l'auteur qui dit en garde à vue, qu'elle a eu une altercation avec les gardiens à propos d'un... C'est pas un digicode, c'est un bip, quoi. Voilà, c'est le digipass, oui. Comme elle habitait chez sa sœur et qu'elle n'avait pas le bip pour accéder, c'était compliqué pour elle d'aller et venir, d'aller faire une course, de revenir. Il fallait qu'elle attende que quelqu'un lui ouvre la porte. Et donc, elle avait réclamé un bip au gardien qui, à juste titre, ne le lui avait pas accordé. Parce qu'elle n'a rien à faire là. Et il n'y a pas de raison qu'elle ait un bip. Alors, elle a donc raconté cette altercation. Ce serait pour elle le mobile? Alors, la police judiciaire, enfin la justice, le système judiciaire est bien embêté avec cette histoire parce que c'est la seule explication qu'elle donne dans un débit de phrases
très compliqué. C'est la seule justification qu'on puisse trouver. Il n'y en a pas d'autre. Elle ne fait pas allusion à d'autres incidents qui pourraient expliquer, si tant est qu'on puisse expliquer un tel crime. Donc le fait qu'elle se soit embrouillée avec les gardiens, c'est tout ce qu'il y a pour justifier qu'elle ait voulu se venger. Elle attendait la petite Lola ou bien elle dit qu'elle la croise, elle rentrait à l'appartement et qu'elles sont arrivées en même temps. Maintenant, il est possible qu'elle l'ait attendue, mais si elle l'avait attendue, elle serait poursuivie il y aurait une préméditation. Pas dit. Aujourd'hui, elle se trouve où cette suspecte? Alors, la suspecte a été incarcérée à Fleury-Mérogis, au quartier des femmes. D'accord. On l'a mis à l'isolement. Elle est surveillée, on la surveille comme le lait sur le feu, parce que c'est pas le moment qu'elle aille se suicider. Et c'est difficile de la mélanger avec les autres détenus, parce qu'on lui donne pas 10 minutes de survie dans le milieu carcéral si elle est pas protégée. Donc, elle est à l'isolement, surveillée H24. Et on attend en réalité les expertises psychiatriques pour savoir s'il ne va pas falloir la transférer à Fresnes, où elle serait soignée, entre guillemets. Et donc voilà, donc là, c'est là où je voulais en venir. On dit qu'elle est déséquilibrée. Oui. Ça, c'est très grave. Ça, c'est là que je voulais soulever. Parce que irresponsable. Exactement, voilà. Ça, c'est très grave. Ça, c'est Sarah Halimi. On va avoir un deuxième cas Halimi. Voilà. C'est-à-dire si il n'y a pas de procès. Si les psychiatres estiment que son discernement est altéré, ils prononceront l'irresponsabilité pénale, il n'y aura pas de procès. Exactement. Et pour la famille, c'est pour ça, c'est là que je voulais en venir. Pour la famille, c'est la double peine. Non, mais c'est plus que la double peine. Là, sur ce cas-là, insupportable. Et ça, aujourd'hui, donc là, on va voir son profil psychiatrique là dans les prochains jours. Les prochains jours, je pense que compte tenu de la médiatisation de cette affaire, de l'importance qu'a pris cette affaire, les magistrats instructeurs vont demander les expertises psychiatriques en urgence. Et d'ailleurs, je pense que c'est quand même très important de savoir mais moi, ce qu'il en a. Moi, je pose une question. Et je suis sûr que tous les Français qui nous regardent ce soir en direct se disent la même chose. Pour moi, ce serait un drame absolu, vraiment, que les psychiatres disent elle est irresponsable. Parce que si elle est irresponsable, il va se passer quoi? Alors, en France, on ne juge pas les fous. Voilà, c'est ça. Donc, si elle est abolie de son discernement, c'est l'article 122.1 ou 122.2, je ne me rappelle plus, enfin c'est un des deux, l'abolition du discernement veut dire qu'elle est soignée, elle est dans les mains des médecins, de la médecine. Vous vous rendez compte? Et peut-être que dans 4-5 ans, elle sera libérée. Est-ce que vous vous rendez compte, 4-5 ans, ça veut dire que les parents peuvent la recroiser dans 4-5 ans dans la rue. Mais je vous jure, moi je vous dis, à chaque jour ici, j'ai l'impression je deviens fou. Je fais cette émission, je ne sais pas ce qu'en pensent les téléspectateurs, tous les soirs, je deviens fou. Je me dis, on est dans un pays de malades. Voilà, je vous le dis, les fous, c'est nous. N'anticipons pas, c'est pas fait encore. Je sais, oui, mais je le vois. J'ai très peur que ça arrive. Je vous dis franchement, j'ai très peur que ça arrive. Parce que je lis beaucoup d'articles là-dessus. Je vois beaucoup de c'est une déséquilibrée. C'était l'objet de ma question cet après-midi à l'Assemblée. Justement, j'ai conclu avec ce sujet-là en disant j'espère qu'il y aura un procès pour Lola. Parce que les faisceaux actuels sont en train de nous amener sur la voie de l'irresponsabilité pénale. C'est ce que je sens pointer et qui me fait extrêmement peur. Et Michel Marie, alors dans ce cas-là, donc c'est ce que vous dites, elle pourrait être soignée et sortir dans 4-5 ans. Alors ça, c'est l'abolition du discernement. Il y a un intermédiaire, c'est l'altération. D'accord. Donc c'est un mi-chemin, si vous voulez, qui entraîne une réduction de peine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui coller le maximum prévu par la loi qui est la perpète. Je pense qu'on redescend à 20 ans ou peut-être à 30, je ne sais pas. Mais moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer pour moi. Je vais vous dire, si on a toutes les preuves, pour moi, là, excuse-moi Gilles, hein, mais pour moi, je veux dire, c'est perpétuité directe. Je suis désolé. Je suis désolé. Il n'y a pas d'altération, je suis désolé, ni de non-discernement. Surtout qu'elle soit malade ou pas, il ne faut pas qu'elle ressorte. Non, mais je suis désolé. Pour moi, c'est le genre de cas où, fou ou pas fou, elle doit être en prison. Elle ne doit pas être soignée. Je suis désolé, Gilles Verdet, je sais que je vais peut-être vous choquer, mais je vous le dis, c'est inadmissible. Moi, une petite fille de 12 ans, si elle ressort dans 4-5 ans, je suis désolé, moi, les parents, la famille, tous, même nous, voilà, tous,
Vous vous rendez compte le Même traumatisme? dans 20 ans, hein, pardon. Non mais oui, mais Elle c'est aura ça. 40 ans, Pour moi, il n'y a même pas de débat. Je suis désolé, c'est perpétuité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Gilles Verdez. Non, Sauf que Cyril, on n'est pas psychiatre. Encore une fois, je ne veux pas du tout atténuer le... Mais je supporte plus ce genre excusez-moi, je ne supporte plus ce genre de phrases qui font qu'aujourd'hui, il y a des choses incroyables qui se passent aujourd'hui en France. Et Gilles Verdez, on n'est pas psychiatre, je suis désolé. Là, pour moi, elle n'a même pas besoin d'expertise psychiatrique. Pour moi, je suis désolé. Elle va pas se réinsérer. Rassure-moi, Oui. mais c'est pas pour sa réinsertion. Non, mais Qu'est-ce que ça change pour les victimes, Gilles? Non, mais C'est la question. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis que si jamais il y a une abolition du discernement, c'est-à-dire que s'il est prouvé qu'elle ne savait pas, c'est ça, abolition du discernement. Elle savait Si où elle elle ne habitait. savait Mais pas arrêtez. ce qu'elle faisait. Non, mais je dis simplement les faits. Dans ces cas-là, elle ne sera pas jugée. Et on peut juger ça terrible. Pas consciente de ses actes ou pas, pour moi, ça justement, ça c'est une loi qui doit être révisée aussi. Je suis désolé. Pensez aux parents. Problème de loi. Oui, c'est un problème de loi. Oui, mais en France, moi j'en peux plus de ça. Je vous dis la vérité. Entendre ce genre de discours, c'est insupportable. Et les lois doivent changer. Mathieu, je sais pas ce que t'en penses. Mais là, c'est très grave parce qu'en fait, tout est mis sur le plateau aujourd'hui. On a une personne qui est sur un territoire de manière illégale et qui va commettre un crime horrible et qui, de surcroît, peut-être maintenant, va être jugé irresponsable. Exactement. Là, c'est même pas la double peine. C'est la totale. Et on est en train de montrer toutes les failles, Bien sûr. toutes les failles de ce pays aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai tout à l'heure défendu Monsieur le député. Parce que je pense que maintenant, il faut vraiment que la politique, mais encore une fois, que ce soit pas un fait divers, qu'en une semaine on parle d'autre chose, que la politique s'empare de ça de manière virulente. Non, mais est-ce que moi, je vous jure, on s'est tous mis à la place de la famille. Mais même Lola, moi je l'ai ressenti, je vous dis, comme quelqu'un de ma famille. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que tous les Français. Il n'y a pas besoin d'être député pour ça. Hein. Aujourd'hui, est capable de se ressentir dire la chose. que la personne va peut-être avoir une expertise psychiatrique et s'en sortir, même si, pour moi, c'est audible. Pour moi, je comprends pas. Pour moi, c'est perpétuité directe. Excusez-moi, je sais pas, mais c'est quoi alors? On fait quoi? On fait quoi? On la maintient. Pour moi, Déjà, on n'en est pas là. Hein. Non, on n'en est pas là. Mais mais pour ça moi, arrive, elle ne devrait jamais sortir d'un établissement psychiatrique s'il s'avérait qu'il y avait abolition. Mais monsieur le député, vous voulez changer la loi là-dessus? C'est-à-dire que vous voulez qu'on juge les fous? Non. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Non, mais il faut faire au cas par cas. Je veux, en ce qui concerne cette personne, si la loi avait été exécutée, elle ne serait pas sur le territoire français, Lola serait parmi nous, ça c'est la première étape. Deuxième élément, on ne juge pas les fous, ça fait partie de nos fondamentaux. Par contre, on s'assure qu'elle est ad vitam aeternam, C'est ça. enfermée, Voilà. que ce soit une prison ou un hôpital psychiatrique, mais qu'elle ne sorte plus. Oui, c'est ça. Que la société soit protégée. Oui, exactement. C'est ça le fond du problème. Le problème, c'est que quand ils arrivent en psychiatrie, on ne maîtrise plus rien. La justice, d'ailleurs, ne maîtrise plus rien. Et voilà. C'est sous la responsabilité de la médecine. Du médecin. Et je peux vous garantir que j'ai assisté à des procès, j'en ai un en mémoire, où le type était interné, il avait des permissions pour aller se balader en après-midi. Bien sûr, Et c'est ça. la première permission dont il a bénéficié, il a tué un petit garçon. Voilà. Donc quand je disais perpétuité tout à l'heure, c'est ce que vous dites. Voilà, on va pas. Mais être enfermé ad vitam aeternam, c'est tout. On Voilà. doit protéger la société, Protéger la société. les citoyens. Exactement. Aujourd'hui, malheureusement, l'état de droit dans lequel on est ne protège pas les victimes et ne protège pas les citoyens. Il est plus favorable, malheureusement, aux meurtriers, aux délinquants qu'aux victimes. Alors, justement, Parce que trop de droit tue le droit. elle a un avocat, Et c'est le Elle député a un qui dit ça. avocat, oui. Oui. Elle a un avocat, je l'ai croisé. Qui va plaider quoi, lui? Donc voilà, il va plaider la folie. Là encore, Irresponsabilité. je ne sais pas ce qu'il va plaider, mais il n'est pas très bavard et il nous explique que Pour un avocat, ça va être compliqué. Oui. Donc, Oui. voilà, c'est le Mais seul avocat qui fait du pénal, qui ne parle pas aux journalistes. Michel Marie, on sait qu'elle a la principale suspecte, on est obligé de dire suspecte pour l'instant, présumée coupable, oui, c'est peut-être mieux, a donné plusieurs versions. Qu'est-ce qu'elle a donné comme version en fait? Elle donne plusieurs versions, mais ça revient sensiblement au même. Elle fait des variantes sur des détails. Quand vous dites qu'elle a donné plusieurs versions, en fait, elle a reconnu les faits, puis elle s'est rétractée, puis elle a reconnu les faits, et elle a baladé en fait les enquêteurs comme ça. Et après, non, en gros, elle donne à peu près toujours, à quelques variantes près, elle dit la même chose. Quand elle reconnaît ce qu'on sait, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et quand elle ne reconnaît pas, elle dit non, c'est pas moi. Alors vous dites que sa sœur travaillait, elle faisait quoi de ces journées?
Elle était arrivée en 2016 avec le statut d'étudiante. Oui. Je ne sais pas ce qu'elle étudiait. En tout cas, elle ne travaillait pas, à ma connaissance. Et elle était... Elle traînait dans la rue elle était dans le limite quartier. SDF. Hein. D'accord. Elle habitait un peu chez sa sœur. Alors, elle habitait depuis quelque temps chez sa sœur, mais elle avait un nouveau petit copain à Bois-Colombes, chez qui elle a passé sa dernière nuit de liberté. Et le type... Donc on peut avoir du discernement pour un petit copain, mais voilà. Ça me rend fou. Même, on ne sait pas. Non mais ça, oui, non, mais voilà, oui, et donc Et Michel. puis voilà, et puis à Asnières, le copain qui est venu la chercher et qui, quand il a découvert ce qu'il y avait dans la malle, l'a appelé un Uber pour tout dégager. Ah ouais. Ouais. Il n'appelle pas la police. C'est quoi c'est un élément que j'avais pas, ça. Donc son Il est mis petit en copain. examen, ouais. Son petit copain est venu. Alors c'est pas un petit copain, c'est un copain. ami avec lequel elle a des relations. Voilà. Ah, ok, d'accord. Et donc, donc elle l'appelle ce jour-là quand elle est avec la malle sur. Elle lui dit ce qu'il y a dans la malle. Non, elle lui dit rien. Ouais. Elle l'appelle en lui disant viens me chercher. Lui pense qu'elle a envie de passer un moment agréable avec lui. Donc il vient la chercher, il charge la malle, les valises, pensant que c'est des affaires. Comme elle est toujours entre deux domiciles, il lui dit peut-être que c'est ses affaires, sa garde-robe. Et il ramène tout ça chez lui, donc à Asnières. Il reste 2 heures à Asnières. Et à un moment, il se rend compte de ce qu'il y a dans la malle. Et là, il appelle un Uber. Et il redescend la malle, les valises et Dabia. Et ce qui lui vaut d'être poursuivi pour recel de cadavre. C'est incroyable. Oui. Et elle revient ensuite dans le 19e sur les lieux du crime. C'est là où je dis qu'elle va pas bien quand même, parce que ne vous en déplaise. Non, mais je vous dis, Michel, je ne vous en veux pas du tout à vous. Vous devez relater les faits, vous le faites extrêmement bien, je vous le dis. Et vraiment, heureusement, que je suis très content de vous avoir ce soir, que vous nous racontiez les choses. Voilà, c'est ce drame. Mais c'est vrai que quand on dit elle n'est pas bien, moi je vais vous dire, moi j'en peux plus d'entendre de ça. Il n'est pas bien, il est déséquilibré, c'est devenu la principale défense des avocats dans ce genre de drame. Et je vous le dis, c'est un deuxième drame pour la famille. Et je sais qu'on n'en est pas encore là, mais juste j'alerte et j'ai peur. J'espère qu'on ne sera pas encore dans un cas comme celui-ci. Oui, Kelly. Est-ce qu'on a le témoignage de sa sœur qui nous parle d'antécédents, celle qui la connaît le mieux qu'on connaisse? Est-ce qu'elle a des antécédents psychologiques, psychiatriques? Elle a des problèmes, effectivement. La sœur fait état de problèmes en disant qu'elle est arrivée donc en 2016 en France. Elle avait perdu ses parents. Elle avait été agressée sexuellement, d'après la sœur. Hein. Justement, je voudrais juste... En Algérie. Je voudrais juste parler de ça 2 petites secondes, parce que j'ai vu dans un de ses témoignages qu'elle disait « Je n'ai aucune compassion pour Lola, moi aussi j'ai souffert ». Oui. Ce qu'elle aurait dit. J'ai pas cette info. Alors c'est ce qu'elle... Voilà, c'est ce qu'elle aurait dit. Elle aurait dit « Moi aussi j'ai souffert ». Voilà, étant petite, donc elle n'a éprouvé aucun remords, aucune peine. Elle a dit moi aussi j'ai souffert en étant jeune, et donc ça corrobore un petit peu ce qu'elle aurait dit, puisque vous dites que... Parce que je sais en revanche que je vous répondrai après. Allez-y. Quand des policiers lui ont montré les photos de ce carnage, elle est restée glaciale. C'est ça, ouais. Donc ça corrobore effectivement. C'est ça. Et donc pour finir, si je peux, allez-y, Michel. La sœur dit qu'elle a eu des problèmes en Algérie, qu'elle a été victime elle parle de viol, je crois. Qu'elle a perdu ses parents en Algérie. C'est la raison pour laquelle elle quitte l'Algérie pour venir en France avec un visa étudiant. Donc on est en 2016. Elle est victime de coups de violence conjugale parce qu'elle avait dû se mettre en couple avec quelqu'un en 2018. Et après, elle devient en irrégularité. Alors, je ne sais pas si elle a fait des études ou pas. Et la sœur, pour finir, dit que depuis quelques mois, elle avait un peu déraillé.